soyez les bienvenus sur Radio JM ce matin pour votre journal économique mensuel en partenariat avec l'UPO 13. Maurice Wolf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le vice-président et nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur Radio JM. J'ai bien l'impression que vous aussi vous y prenez goût. Le plaisir est partagé, effectivement. Bon, c'est bien. Donc on devrait faire du bon travail. Alors on va évoquer ce matin plusieurs sujets ensemble. On va balayer un petit peu cette actualité économique des dernières semaines. On pourrait peut-être commencer, si vous le voulez bien, Maurice Wolf, par le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, puisqu'il est encore assez neuf, j'allais dire, Manuel Valls. Alors, quelle a été la réaction globale du côté des entreprises, même si après, si vous voulez, on peut regarder de façon un peu plus précise certains points. La réaction globale du monde économique, du monde des entreprises, c'est tout de suite de dire, de toute évidence, il y a un nouveau ton. Il y a effectivement un cap qui est affiché, qui est affirmé, alors que jusqu'ici, qu'est-ce qu'on disait? Ses prédécesseurs avaient finalement beaucoup vacillé, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, on est face à un nouveau cap qui est affirmé, donc c'est une très bonne chose. En même temps, dans l'ensemble, ça va. Si on regarde de façon globale, c'est plutôt positif. Le cap est affirmé et notre pays a absolument besoin de ça. Mais maintenant, ce que l'on dit, et notamment quand on parle de ce cap, on parle bien évidemment de l'économie de la dépense publique, ces fameux 50 milliards. Maintenant, je dis, faisons-le. Nous attendons des actes. Et finalement, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui par rapport à ce discours qui a été fait il y a quelques jours et voté d'ailleurs, c'est de dire maintenant exécutons les 50 milliards et surtout faisons l'effort que le gouvernement garde de la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut affirmer ces 50 milliards et surtout ne pas sortir de cette ligne parce qu'on sait à la fois que ces 50 milliards ne sont pas suffisants, il faudra en faire davantage, mais qu'aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut les réaliser et il faut réussir ces 50 milliards. On en parle beaucoup de ces 50 milliards, en attendant, peu d'actes viennent, j'allais dire, acter encore une fois ce qui a été décidé. C'est vrai que c'est ce que vous attendez aujourd'hui, c'est ce que les entreprises, mais ce que les Français en général attendent. Alors, il y a quand même quelque chose qui est très net, c'est peut-être la baisse des impôts aux sociétés. Ça, c'est quand même quelque chose qui est affirmé et réaffirmé, qui d'ailleurs ne fait pas plaisir à toutes les classes des Français. C'est affirmé, c'est à réaffirmer. On se souvient, début d'année 2014, François Hollande mettait en avant une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'il reconnaissait très clairement que si le pays veut sortir du marasme économique dans lequel il est, pour remettre vraiment sur les rails de la compétitivité, il faut baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. Et donc ça veut dire baisser le coût du travail et baisser tous les impôts que les gouvernements successifs ont au fur et à mesure empilés sur le monde de l'entreprise. Et donc finalement, ce qui est intéressant et ce qui est à marquer et ce qui est à noter, c'est que tout à coup on passe d'une logique qui consiste à dire j'ai un problème de déficit, je mets de l'impôt supplémentaire, c'est quand même ce qu'on a fait sur les 30 dernières années, à une logique où j'ai besoin effectivement de faire des économies et je ne peux plus aller chercher l'impôt supplémentaire parce qu'on est vraiment face à un ras-le-bol fiscal. Si nous voulons réussir à réformer la France, si nous voulons absolument relancer la croissance et donc que l'emploi revienne, il faut absolument baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. À la fois les charges qui pèsent sur le travail, mais aussi les charges d'impôts qui pèsent sur nos entreprises. Il l'a affirmé, mais vous l'avez dit Elsa, maintenant les actes, il faut le faire et exécuter l'ensemble de ces lignes politiques. Surtout le faire vite parce que les dates qui sont données, les échéances qui sont données sont quand même un peu lointaines. Les échéances qui sont données sont assez lointaines. Quand on parle de la baisse du coût du travail, on est entre 2015 et 2016. Quand on parle de la baisse de la fiscalité, et notamment pour ne pas rentrer dans les termes barbares, mais cette fameuse C3S, c'est-à-dire un impôt fiscal pour faire simple, là on est entre 2017 et 2020. C'est trop long. Donc effectivement, c'est long. Mais j'ai envie de retenir quand même Elsa, il y a un cap, et ça c'est nouveau, il y a un ton, il y a une volonté, il y a une stratégie. Souvenez-vous ce que l'on disait précédemment, c'est qu'on disait le gouvernement n'a pas de ligne stratégique, le pays ne comprend pas où il veut aller. Maintenant on le comprend ce qu'il veut faire. Ça c'est fait maintenant, mais il bon. faut exécuter. Je me permettrai de donner deux exemples très simples Elsa. Quand vous regardez ces 50 milliards, finalement, vous avez raison, c'est encore quelques gros paquets dont on ne connaît pas encore complètement le détail. Mais on voit deux lignes très claires qui, moi, me paraissent avoir beaucoup de sens. 50 milliards, c'est notamment 10 milliards sur l'assurance maladie sur les 3 années qui viennent, 2015, 2016, 2017. Qu'est-ce que dit notre ministre de la Santé, Marisol Touraine? Elle dit des choses très simples. Il faut qu'on réalise les 10 milliards d'économies sur les 3 ans. Je veux absolument qu'on aille développer cette chirurgie ambulatoire. C'est quoi cette chirurgie ambulatoire? C'est simplement de dire allons moins souvent à l'hôpital et comment est-ce que l'on fait pour que quand on rentre à l'hôpital, on sorte le soir même. Tout ça pour baisser le niveau de la dépense publique sur l'assurance maladie. Deuxième chose que dit notre ministre de la Santé, c'est qu'en France, on a quand même une culture de multiplier les actes médicaux. Pourquoi 2 examens?
Pourquoi de radio? Est-ce qu'on peut optimiser les choses? Et là, on voit qu'on commence à prendre dans ce paquet des 10 milliards de l'assurance maladie des choses très concrètes, mais je le redis, il y a des directions qui sont prises, mais bon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, c'est pas comme ça que ça se passe. On est bien d'accord. Donc c'est encore. Alors, autre chose qui vous a beaucoup rassuré, j'allais dire, et qu'on attendait, c'est cette fameuse réduction de ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Cette fois-ci, il y a aussi une volonté affichée du Premier ministre. Il y a clairement une volonté affichée du Premier ministre, et on a souvent dit que sur ces 50 milliards, il n'y a pas suffisamment de réformes structurelles. C'est vrai. Mais finalement, la réforme structurelle, elle est où? Je pense qu'elle est dans ce millefeuille territorial. Bien sûr. Il dit des choses très simples, des choses à nouveau qui sont placées très très loin dans l'agenda. On va faire disparaître une région sur deux, c'est une bonne nouvelle. Des choses qui sont encore plus lointaines, disparition de nos conseils généraux. Mais des choses qui sont beaucoup plus immédiates, c'est cette fameuse annulation de la clause de compétence générale. C'est quoi cette clause de compétence générale, Elsa? C'est de dire que finalement, aujourd'hui, et c'est finalement assez fou, toutes nos collectivités locales peuvent tout faire. Le département, la région peuvent intervenir sur des dossiers en commun. De l'éducation, de tout. Exactement. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter, et c'est là qu'il faut aller chercher les économies. Mais je vais vous donner un autre visage de cette réforme territoriale, Elsa. Oui, il faut faire des économies, et oui, il faut faire vite. Mais n'oublions jamais que si on arrive effectivement à baisser ce millefeuille territorial, si on arrive effectivement à se projeter dans un territoire plus large, parce que plus pertinent, ce territoire sera plus lisible. Ce territoire sera plus attractif, il attirera des entreprises, et donc derrière, c'est de la croissance supplémentaire qui viendra. C'est quelque chose que l'on oublie, mais de nombreux économistes nous rappellent que oui, il faut faire des économies dans cette réforme territoriale. Le gouvernement a annoncé une volonté de faire 11 milliards d'économies sur les 3 prochaines années, mais ce sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est qu'un territoire à la bonne échelle, un territoire qui a une vraie stratégie de territoire, c'est 1% de croissance supplémentaire. Et ça, c'est bon pour nos entreprises et pour l'emploi. Si ce n'est qu'avant d'appliquer ces mesures de réduction du millefeuille territorial, on va quand même en rajouter un millefeuille, une feuille dans le millefeuille, puisqu'on va créer la métropole. Alors, on ne rajoute pas, en réalité, dans la création de la métropole, une couche supplémentaire, parce que, n'oubliez pas, la communauté urbaine de Marseille, la CPA, la communauté du Pays d'Aix. Ça va se fondre dans la métropole. Exactement, ça va se fondre dans la métropole. Donc, en réalité, il n'y a pas de couche supplémentaire. Sans difficulté, mais bon, ça devrait se faire, normalement, si tout va bien. 1er janvier 2016, on devrait y être. Alors, ça, c'est un petit peu la nomination de Manuel Valls, c'était un peu le résultat des élections municipales où on peut le dire, le Parti socialiste a pris une claque, et donc il a fallu réagir, et c'est ce qu'a fait le président de la République en nommant Manuel Valls, et c'est ce que fait Manuel Valls avec ce discours très attendu de politique générale. Alors il y a une autre élection qui arrive à grands pas, ce sont les européennes, puisque ça sera le 25 mai prochain. Alors là, c'est vrai qu'on se pose des questions. Quel est l'enjeu pour les entreprises? C'est une question que vous avez dû vous poser à l'UPE 13. Quel est pour vous et l'intérêt de l'Europe, les inconvénients, et puis que sera le candidat qui représentera notre grande région, puisque c'est plus large que notre région locale? Que va-t-il se passer? Sera-t-il ce futur candidat qui sera élu demain pour être notre député européen, sera-t-il un ambassadeur de Marseille, donc un ambassadeur plus large pour l'économie et les entreprises? Pour bien marquer l'enjeu de ces élections européennes, Elsa, je vous fixe un chiffre. Il faut savoir que tous les textes qui s'appliquent dans notre pays, en France, les textes, les lois, les réglementations, à 60% sont des conséquences des décisions européennes. Donc rien qu'avec ce chiffre, nous qui sommes dans le monde économique, nous qui vivons tous les jours, vous, moi, on sait très bien que l'Europe a un impact. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne se rend pas véritablement compte de cela. Ça n'empêche que le monde économique dit qu'il faut absolument mobiliser pendant ces élections européennes. Et quand je dis mobiliser pendant ces élections européennes, c'est à la fois sensibiliser tous les têtes de liste qui partent aux élections sur notre grand sud-est, mais aussi savoir travailler avec eux une fois l'élection faite. Et vous me disiez, mais comment on fait effectivement pour travailler quotidiennement? Il est important, et le monde économique doit prendre cette responsabilité, de tous les jours savoir travailler avec nos élus européens. Et d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique, parce qu'on sait très bien... C'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'on sait très bien qu'en Europe, finalement, les accords qu'arrivent à trouver droite-gauche ne sont pas dans la même philosophie et fait de la même façon que ce qu'on peut trouver localement. Si je dis les choses simplement, quand vous rencontrez les députés européens, vous vous rendez compte qu'ils arrivent à construire des majorités là où localement on ne sait pas le faire. Les frontières entre gauche et droite sont plus ténues. Les frontières entre gauche et droite sont plus ténues. Enfin, il y a quand même la menace du Front National. Alors bon, il semblerait que dans notre région, elle soit plus ou moins écartée. Pour les premiers sondages donnant l'UMP,
devant pour l'instant, mais on sait très bien que sur l'Europe en général, on risque d'avoir un groupe assez important, Front National, qui pourra avoir près de 70 députés. Et j'ai envie de vous dire, quand ce risque est là, parce qu'il existe, vous avez raison, on a une responsabilité supplémentaire en plus de dire qu'effectivement nos entreprises ont besoin de l'Europe et donc il faut travailler avec nos élus européens. Mais quand on sait que certains discours du Front National nous disent que si effectivement ils sont élus à l'Europe avec un groupe important, la seule chose qu'ils vont faire, c'est combattre l'Europe. J'ai envie de vous dire, prenons une responsabilité supplémentaire à travailler avec nos élus européens pour montrer que dans la vie de tous les jours, l'Europe amène des choses. Et c'est vrai que quand on parle tous les jours de l'Europe, qu'est-ce qu'on a en tête? On a des épisodes comme les travailleurs détachés. Et donc forcément, quand on parle des travailleurs détachés, notamment dans le monde du BTP, on a une vision de l'Europe qui n'est pas une vision positive. Comment est-ce que l'on fait pour avancer ça? Quand on parle du monde européen dans le monde économique de tous les jours, on se dit tout de suite, et les réflexes que l'on voit, c'est de dire, ouais mais attends, l'Europe m'a quand même complexifié tous les jours ma vie. C'est vu comme une contrainte. Exactement. Ouais. Alors qu'en réalité, d'abord on a besoin de cette dynamique européenne, mais par contre on a cette double responsabilité de travailler avec nos élus européens, de travailler au moment de leur élection, de travailler avec eux une fois qu'ils sont élus dans les commissions qu'ils auront choisies. Et vous disiez tout à l'heure, comment est-ce que Marseille récupère cette dynamique européenne? Eh bien, à nous, effectivement, avec nos élus européens, de construire cette dynamique, sans oublier quand même une chose, Elsa, parce que quand vous rencontrez les députés européens, ils vous disent tout de suite, mais attention, attention, je travaille pour Marseille, effectivement, mais j'ai en face de moi un grand territoire qui monte jusqu'à Lyon. Donc faisons attention, il faut qu'on prenne conscience de ça. La deuxième chose que nous disent nos élus européens, ils nous disent, mais faites attention parce que j'ai aussi cette responsabilité de pousser cette stratégie européenne à l'intérieur du monde. Donc effectivement, il y a des allers-retours avec des enjeux locaux qui doivent être faits, c'est notre responsabilité aussi, mais il y a aussi cet objectif et cette responsabilité du député européen de construire l'Europe dans le monde aussi. Absolument, c'est cette vigilance qui est importante. Alors on va revenir un petit peu plus localement ici sur Marseille. Alors, deux petits sujets dont je voulais parler. Bon, d'abord la grande nouvelle de ce mois de mai à Marseille, ça va être l'ouverture des terrasses du port le 24 mai. C'est très bientôt. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts. Ça m'a l'air quand même, quand on passe devant le chantier, on a l'impression quand même qu'ils mettent les bouchées doubles. Ils le seront. Ça va être juste. Bon, l'ouverture de toute façon ne se recule pas, ce sera le 24 mai. Ça représente quoi à vos yeux, aux yeux de l'UPE 13, aux yeux des entrepreneurs, cette ouverture? Ah, de toute évidence, ces terrasses du port, c'est une chance nouvelle pour Marseille. J'ai envie de dire qu'avec ces terrasses du port qui arrivent, c'est finalement Marseille qui continue à évoluer, qui continue à se redessiner et c'est une très bonne chose pour l'attractivité. Un chiffre, Elsa, pour donner l'importance de ces terrasses du port. 61 000 mètres carrés de commerce, 190 commerces et restaurants, 2600 places de parking. Donc de toute évidence... Et 2000 nouveaux emplois. Exactement. Et c'est pas en plus, c'est pas 2000, c'est 3000, Elsa. 3000. C'est 1000 au moment de la construction. Voilà, et 2000 à l'ouverture. Quand on exploitera à l'ouverture. Absolument. Donc, mais vous ne faites pas partie de ceux qui sont inquiets qu'une dynamique se crée vers les quartiers d'Euroméditerranée pour quitter notre centre-ville. Je comprends parfaitement que les commerçants de l'hypercentre, effectivement, ont cette inquiétude-là. Mais en même temps, on le voit quand on regarde le monde économique de tous les jours, et finalement quand vous parlez avec les commerçants, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle concurrence à affronter pour eux, mais en même temps, je suis convaincu que cette concurrence nouvelle va créer une émulsion. Je suis sûr que les commerçants... Que l'offre va créer la demande? Mais que les commerçants du centre-ville vont savoir innover pour effectivement rénover leur offre de commerce. Mais on est bien d'accord, et ça marchera. Donc vous faites partie de ceux qui disent que c'est l'offre aussi qui crée la demande. Pour terminer, allez, un petit mot sur le tableau de bord de la compétitivité métropolitaine, qui est donc qui est une innovation de l'UPE 13. Alors, peut-être donner les résultats, enfin la conclusion du dernier tableau de bord de la compétitivité métropolitaine, qu'est-ce qu'on dit? Je dirais deux choses sur ce tableau de bord. D'abord, vous l'avez dit, on est passé d'une dimension départementale à une dimension métropolitaine. Parce que c'est important, on défend la métropole, et vous faites partie de ceux qui effectivement défendent cette métropole, et c'est une très bonne chose, mais maintenant il faut qu'on ait des outils de mesure pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette métropole. Et donc la Chambre de commerce et l'UPE 13 ont construit ce tableau de bord métropolitain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une chose très simple, malheureusement, mais finalement assez normalement, on n'a pas de microclimat au niveau de la métropole ici. C'est-à-dire que ce que connaît l'économie française, eh bien, notre économie métropolitaine le connaît. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement une économie qui est plus en attente, qui se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Même si on a des secteurs qui ne se comportent pas du tout de la même façon. Mais bien connaître, c'est mieux réagir. Bien connaître, c'est mieux réagir, mais j'ai envie de dire,
nos entreprises locales, nos entreprises au niveau métropolitain disent la même chose que ce que l'on vient de dire sur le plan national, c'est-à-dire qu'il faut affirmer ce cap des 50 milliards, il faut exécuter ce plan Valls, on va le dire comme ça, et surtout garder de la cohérence, rester convaincu qu'il faut réformer notre pays pour retrouver la croissance et retrouver l'emploi. Et c'est ça que disent nos entrepreneurs locaux aussi. Très bien, merci beaucoup Maurice Wolf pour toutes ces précisions. Merci. On se retrouve le mois prochain, avec grand évidemment, pour un journal économique du mois de juin. En attendant, on passe aux sorties. Votre agenda culturel, en partenariat avec le magazine Sortir Marseille-Provence, l'agenda culturel des Bouches-du-Rhône. Alors vous avez dû voir les affiches un peu partout à travers la ville. C'est aujourd'hui que commence le festival Les Musiques 2014. Rendez-vous à la Friche à 18h30 pour la soirée d'ouverture avec l'Orchestre Régional de Cannes, mais aussi l'Orchestre Régional d'Avignon. Pour plus de détails sur l'ensemble du programme, cliquez sur le www.gmem.org. C'est donc ce soir qu'on retrouve également au Dôme Patrick Bruel à 20h 04 91 12 21 21 s'il reste des places. À la cartonnerie, ce sera entrée libre sur réservation pour la famille Schroffenstein. C'est à 20h30 ce soir 04 95 04 95 95. Je rêve, ce sont des contes musicaux au Cri du Port pour les petits dès 15h. Le Cri du Port, c'est 04 91 50 51 42. Du côté du Divaldo, Mission Pirate pour les petits dès 3 ans, c'est à 14h30. Vous appelez le 04 91 25 94 34. Lieu public Lance Travelling. Il s'agit de 10 spectacles de parcours européens qui vont se retrouver dans le centre-ville de Marseille. Vous appelez le 04 91 03 81 28 pour avoir plus de détails. Enfin, pour terminer, une conférence au centre d'animation Perrin, l'été 1536, Marseille assiégée, la déroute de Charles Quint. Une conférence donnée par Claude Camus à 18h30. Vous appelez le 04 91 70 30 08. Un petit mot de météo, eh bien, il y a certes des bancs de nuages, mais les températures sont toujours très douces, entre 14 et 21 degrés.